Merci de m'avoir permis de rentrer dans cette belle société. Je suis ravie d'être là et je vais vous parler de la naissance d'un imaginaire technique autour des électrothérapies dans les sciences du cerveau entre 1770 et 1880. Alors, peut-on parler sans être rétrospectif de genèse des neurosciences à la fin du XVIIIe siècle? Que sont les sciences du cerveau à ce moment-là, marquées par le cérébrocentrisme des Lumières de la fin du XVIIIe, entre exploration de l'organe cérébral et essais thérapeutiques, qu'on va pas mal détailler, sur les déséquilibres nerveux qui vont être progressivement pensés en termes électriques. Que se passe-t-il en Europe à partir de 1760? Alors, dans une ère culturelle restreinte, France, Angleterre, Italie, qui va être plutôt mon terrain pour aujourd'hui. Alors, avec des questions de fond, de quelle façon le cerveau humain est-il exploré à la suite de la double découverte, la bouteille de Leyde et l'électricité animale? Alors, je vais faire un petit point parce que j'ai mis cette image. C'est-à-dire que je vais faire un petit point, c'est-à-dire que l'électricité, à un moment donné, vient de la physique et le terrain médical se l'approprie, mais ce n'est pas seulement, alors ça, on va pas mal en parler, de cette articulation, de cette appropriation, mais ce n'est pas seulement le terrain médical qui se l'approprie, c'est la fée électricité qui finalement se déploie sur toute la société et en termes de progrès, de monde médical sécularisé, mais aussi de société. C'est-à-dire que là, on voit, c'est une image révolutionnaire un petit peu, alors révolutionnaire, post-esprit français, avec cette idée que l'électricité va permettre de libérer le peuple de l'aristocratie. Et on a d'ailleurs, ça va être une des raisons pour lesquelles l'Angleterre va mettre un petit peu de temps pour intégrer le galvanisme dans ses thérapies, c'est-à-dire comme à peu près en 1840, parce que justement, l'électricité en médecine et plus généralement est un symbole d'athéisme, de matérialisme et puis d'esprit révolutionnaire. Mais donc voilà, je voulais faire ce petit point sur l'importance d'une électricité qui est à la fois spectacle, mondaine, et qui représente donc des espoirs thérapeutiques sans qu'il y ait forcément de premier succès, puisque tous les premiers essais se font sur les paralysies, notamment par Nollet, qui développe les notions de circuit, qui développe des machines à électricité statique et qui là fait des expériences du Flying Boy, où c'est une expérience de 1729 qui est faite pour montrer que le corps humain est conducteur et qui est faite pour montrer que le corps humain est conducteur et qui va donc être à la fois entre mondaine et montrer qu'il y a une électricité statique et que le corps humain avec les cheveux qui se soulèvent peut comme ça la canaliser. Une, une découverte extrêmement importante qui est considérée comme le premier condensateur, c'est la découverte de Moschenbrück, qui est professeur de physique à Leyde et qui va découvrir la bouteille de Leyde. La bouteille de Leyde qui va être une rupture technique, une rupture épistémologique et technique, et qui va ouvrir sur l'idée qu'on peut canaliser l'électricité, qu'on peut la mettre en bouteille et qu'on peut donc la domestiquer. Alors, c'est l'abbé Nollet qui va lire la lettre de Moschenbrück où il raconte son expérience, qui est une expérience violente, hein, comprend l'origine du terme coup de foudre, hein, c'est-à-dire qu'en fait, le coup de foudre qu'il a ressenti, c'est l'électricité où il a senti son corps se désarticuler et où il a ressenti énormément de douleur et il a cru que voilà quoi, qu'il allait ne pas s'en remettre. Donc, on est avec certaines hésitations sur est-ce que c'est lui, est-ce que c'est son assistant. Bon, il y a eu quelques polémiques après, postérieures là-dessus. Mais en tout cas, toujours est-il que sa lettre met l'Europe en ébullition. Donc, sur une ère culturelle, donc Italie, France, Angleterre et jusqu'en Allemagne, sa lettre est lue, elle est commentée et on arrive dans une période après 1750 où les savants, les physiciens auto-expérimentent avec des accidents, hein. George Wilhelm Richmann, qui en 1753 décède. Il décède en essayant de reproduire l'expérience que Franklin n'a jamais faite du paratonnerre.
Mais donc, lui essaye de la faire et il en décède. Et on est donc dans une période d'expérimentation extrêmement importante où ce sont les physiciens qui, les premiers, essayent sur les corps. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les physiciens qui, les premiers, essayent sur les petits animaux pour voir à quel moment l'électricité est létale, à quel moment est-ce qu'elle pourrait juste redonner du mouvement. Et ce sont les physiciens qui essayent, ce que j'ai trouvé dans les textes primaires, ce qu'on appelle à ce moment-là, à partir de 1750, la physique médicale. Donc voilà un petit peu mon terrain. Voilà un petit peu mon terrain et comment est-ce que finalement, je vais vous parler de l'impact de ces explorations électriques sur le corps humain et animal, et leur lien avec la prise en charge de troubles mentaux qui sont désormais cérébralisés. Si les neurosciences désignent les explorations du système nerveux, alors on peut considérer qu'il y a une rupture épistémologique, tant au niveau des techniques que de la double poussée philosophique, vitaliste et matérialiste, durant le dernier tiers du XVIIIe siècle. Nous allons donc retracer un cheminement qui part de la neuroanatomie, à partir de 1770, au fondement des premières localisations cérébrales des facultés, jusqu'aux applications des électrothérapies sur le cerveau humain. Alors, donc je vais commencer mon premier point qui est le cérébrocentrisme et le cas particulier de Vincenzo Malacarne. Alors, Vincenzo Malacarne, c'est un neuroanatomiste italien de Salus qui court les villages et qui court les montagnes italiennes à la recherche de patients qui ont une arriération des facultés et qui ont des problèmes à s'exprimer, à se mouvoir. Et il va travailler particulièrement sur deux cas assez récurrent, l'hydrocéphalie et puis le crétinisme, qui est un problème considéré comme un problème de santé publique dans les vallées italiennes. Et puis sur tous les cas, j'ai envie de dire, qu'il découvre par hasard, d'arriération mentale ou de démence. Alors, il faut bien voir que Malacarne, alors Malacarne va s'intéresser à l'électricité après Galvani. Il va s'intéresser, il va travailler tout particulièrement, alors il fait de la neuroanatomie comparée, mais sa neuroanatomie comparée est clairement tournée vers le cerveau et le cervelet humain, avec deux traités, la nouvelle exposition de la vraie structure du cerveau humain, 1776, et puis l'encéphalotomie nouvelle universelle, publiée en 1780. Alors, nous sommes donc en 1770, où il va vraiment commencer à s'intéresser à localiser les facultés de l'intellect, les facultés classiques, hein, raison, mémoire, imagination, entendement, mais les localiser dans les circonvolutions cérébrales avec cette idée de mettre l'âme de côté. Il faut savoir qu'il est en relation épistolaire avec son ami Charles Bonnet, et que Charles Bonnet lui demande de localiser l'âme, lui demande ce qu'en neuroanatomie et dans ses dissections, il peut bien trouver sur le siège de l'âme. Et Malacarne lui dit non, mais je peux trouver le siège, enfin, j'ai des indices pour désigner le siège des facultés, mais je n'ai rien à dire sur l'âme. Il y a de très très belles lettres qui sont conservées à Genève dans le fonds Bonnet, qui ont donc été échangées entre Malacarne et qui sont des lettres vraiment de problèmes médico-philosophiques. Ce sont des lettres interdisciplinaires vraiment par essence, tant elles se posent des questions médico-philosophiques sur le lien entre le cerveau, donc avant Gall, avant Bayle, avant la psychiatrie organiciste, donc assez tôt dans le dernier tiers du XVIIIe, sur ce lien entre tissus cérébraux et développement des facultés. Alors, je vais donc revenir un petit peu 1750, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc depuis 1700, après Moschenbroek, après la bouteille de Leyde, les physiciens, dans le cadre d'une physique médicale, essayent sur le corps humain les premières applications de l'électricité sur la paralysie. Pourquoi? Parce que l'électricité donne des mouvements involontaires et Nollet, notamment, va avoir cette idée que si l'électricité donne des mouvements involontaires, alors peut-être peut-elle rendre le mouvement à des membres qui ont perdu la mobilité. Ça ne va pas fonctionner. Mais nous sommes donc d'emblée plongés dans un contexte de l'appropriation par le terrain médical de nouvelles techniques et protocoles
issu des développements de la physique, avec toute une dimension intégration machine et instruments. Création d'aigrettes, les machines de Nollet, qui sont des grosses machines à volant d'inertie. Cette appropriation résulte d'une construction théorique, de l'imaginaire, d'un projet prométhéen, d'un humain qui envisage de se modeler lui-même, de repenser sa place dans la nature et de pouvoir intervenir sur le maintien de l'harmonie de son économie animale, de son organisme. Cet épisode prométhéen croise l'histoire des premières localisations des facultés, l'âme devenant circonvolution cérébrale dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, Cabanis, le passage à l'homme-machine que je vous ai montré là, avec Julien Offroy de la Métrie. On est dans un contexte où l'âme est en train de devenir tissu et toutes ses prérogatives, et notamment les maladies de l'âme, sont en train de descendre dans les tissus cérébraux. On est donc dans le contexte d'une sécularisation de la médecine qui va s'incarner avec les premières thérapies électriques dans la prise en charge des maladies convulsives qui vont devenir les maladies modèles des thérapies électriques, convulsives, mentales et nerveuses. Alors, si je suis partie de Malakarne, c'est parce qu'il est il est très intéressé par ces questions justement du non-siège de l'âme, pourrait-on dire. Et le point particulier de ses recherches, c'est d'appliquer la clinique au cerveau humain et une lecture dynamique des facultés humaines qu'il tire de la clinique. Alors, il fait donc de l'anatomoclinique, c'est-à-dire qu'il a des patients, il en note à la Morganie. Il en note, il en relève tout ce qui est biographique et clinique. Et quand le patient décède, il ouvre sa boîte crânienne, il ouvre son cerveau et il essaie jusqu'au cœur des plus petits tissus de repérer des inconstances, des lésions. Et donc, il n'est pas du tout dans la forme du crâne. D'ailleurs, il va pas mal se confronter avec Gall, même si Gall est jeune et lui est vieillissant. Par traité interposé, ils vont pas mal se confronter parce que Malakarne va dire mais c'est à l'intérieur, c'est au cœur des tissus cérébraux que se trouvent les signes de l'intellect et pas du tout à la surface. Donc, ces traités portent sur l'observation clinique des symptômes mentaux comportementaux et sur leur mise en corrélation après le décès sur les structures cérébrales. Malakarne collecte des faits permettant d'organiser un discours imprégné de traits matérialistes autour de sciences émergentes du système nerveux. Malakarne souligne lui-même que le cerveau, la physiologie du cerveau est inconnue. Bon, il est sacrifié dès qu'il est en post-mortem, sa physiologie en est sacrifiée. Donc la clinique en est la seule approche. Et le cervelet, qui est le petit cerveau, auquel il va pas mal s'intéresser, est assez obscur, y compris dans son anatomie. Il conçoit un modèle cérébral dynamique à partir de l'articulation entre les symptômes mentaux, les lésions post-mortem, et collabore à l'élaboration d'un modèle au sein duquel le cerveau est appréhendé comme un organe en mouvement. Mais me direz-vous, en post-mortem, il n'est pas typiquement pas en mouvement. Mais en mouvement, parce que les mouvements cérébraux, ce sont les mouvements des facultés du vivant des personnes que Malakarne relève et qu'il note, y compris dans les cas de facultés extraordinaires. Donc ce sont ces mouvements qui, d'après lui, doivent marquer la matière et doivent pouvoir être visibles dans la matière cérébrale. Le cadre clinique est posé sur des patients qui ont des troubles des facultés extraordinaires ou des facultés moyennées, je vais vous montrer quelle forme ça prend, en vue de lire l'activité mentale pathologique pour éclairer l'activité normale. On est vraiment dans une idée selon laquelle l'activité normale est très très difficile à appréhender parce qu'elle est partagée. Donc c'est l'activité pathologique qui pourrait permettre de tirer une théorie une théorie universelle ou universalisable. Alors la maladie est reconnue comme un processus dynamique, conçu comme la perturbation d'une ou plusieurs fonctions, et le cerveau est considéré comme le siège des facultés de l'intellect, toute lésion organique devant avoir un effet sur le comportement du malade. Alors, il va en tirer une moyenne, il va essayer d'en tirer des chiffres, avec cette idée que si on met en tableau, si on met en chiffres, alors les connaissances seront rationalisées.
Alors ici, vous avez des chiffres et moi, ce qui va m'intéresser sont plus particulièrement les colonnes H et I. Les colonnes A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, ce sont les colonnes sujets, nombre de sujets, poids du cerveau, poids du cerveau et du cervelet, poids du cerveau, poids du cervelet. Et H et I, vous avez des chiffres qui augmentent. Et ces chiffres, ce sont les lamelles du cervelet. Alors, les lamelles du cervelet, c'est ce que Malakarne, dans des recettes, alors ça relève de la recette, hein, quasiment. J'ai eu la chance de trouver à Padoue un ouvrage qui est totalement commenté à la main, c'est-à-dire qu'il a tout repris, il a tout complété de façon manuscrite, et ça relève des recettes, et il va expliquer comment est-ce qu'il compte ces lamelles, et comment il va donner un sens à ces lamelles dans les tableaux casuistiques. On est donc dans une quantité d'intelligence. Alors dit comme ça, c'est un peu rétrospectif, mais on est dans l'essai pour quantifier l'étendue des facultés des sujets et pour tirer donc. Alors c'est c'est un imaginaire matérialiste. Le fait que ce soit vrai ou faux en épistémologie, ça n'a pas tellement de sens. Ce qui est intéressant, c'est le programme de recherche que ça ouvre. Mais on est on est dans l'imaginaire de la psychiatrie biologique, de la psychiatrie organiciste de Bayle, puis de la psychiatrie biologique, avec peut-être ce supplément qu'il s'agit de comprendre les démences, les problèmes des facultés, mais aussi leur façon de fonctionner normalement. C'est-à-dire qu'autour de 600 lamelles, Malakarne va considérer qu'on est sur un encéphale bien formé. Et si on est sur un encéphale bien formé, on est sur un sujet qui a des facultés normalement développées. Alors, il propose donc ces tableaux casuistiques en 1784 tableaux qui résultent d'un sens quantitatif donné à une inconstance anatomique normale. Tous les individus, moi je m'étais intéressée, je m'étais dit, mais quand même, ces lamelles, elles varient d'un individu à l'autre. Et Chaussier, au 19e, a refait certains comptages de Malakarne. Il a vérifié, il a regardé et il a dit qu'effectivement, comme il s'intéressait au crétinisme, où la boîte crânienne et le cervelet comprimé, comme il s'intéressait à l'hydrocéphalie, où il y a des compressions par l'eau, les modèles pathologiques auxquels il s'intéresse le poussent à avoir des nombres moindres de lamelles. Donc ça, voilà, et ça, Chaussier l'explique très très bien en disant, on est bien dans un imaginaire corrélatif, mais cet imaginaire corrélatif est aussi lié aux modèles pathologiques auxquels il a accès et aux sujets, aux maladies qui frappent les sujets, au chevet desquels il se rend. Donc il développe un imaginaire matérialiste de la maladie mentale à partir d'une inconstance qui est observée de façon récurrente, que ce soit dans le normal comme dans le pathologique. À mon avis, c'est important à avoir en tête. Donc dans ces tableaux, vous avez plus de 40 dissections. Donc, tableaux dans lesquels il groupe ses résultats. Donc, 600 lamelles, c'est le chiffre qui correspond au seuil organique minimum et enfin, moyen pour la bonne expression des facultés humaines. Ces études, qui sont des études anatomo-cliniques, sont empreintes d'une dimension quantitative, à viser un petit peu l'idée, fin du 18e, il faut mettre en tableau, poser des chiffres pour rationaliser les connaissances et essayer de sortir de la casuistique et du cas particulier. Et donc, c'est une dimension quantitative à partir de laquelle sont matérialisées les interactions entre la pensée et la morphologie cérébrale et cérébelleuse. Toute variation quantitative, normale, pathologique ou extraordinaire, est censée avoir des effets sur l'expression des facultés de l'intellect. Donc, ils tentent de fixer les particularités de maladies du cerveau et font une théorie sur le siège organique des facultés intellectuelles. Ce serait la première localisation des facultés. Voilà. Alors après, sur très délicat, la première, rien que la phrase, elle est très très délicate. Ce serait. C'est-à-dire qu'avant ça, ce serait la première fois qu'un médecin dirait « Ah là là, c'est au centre des tissus cérébraux qu'il faut chercher le siège des facultés ». Sa méthode, établie d'après la clinique et les connaissances anatomiques, est aussi une réponse, je l'ai dit, à l'enquête menée par Charles Bonnet sur le siège de l'âme. Et les deux, ils se rencontrent en 1787, ils sont très amis et Bonnet le pousse beaucoup à vérifier, à pousser plus loin, à redisséquer. Il va même l'aider à avoir une mission
des autorités italiennes pour aller dans les vallées d'Aoste, se rendre auprès des sujets qui souffrent de crétinisme et pouvoir avoir accès à plus d'observations cliniques et plus d'observations anatomopathologiques. Donc il y a des interactions très très intéressantes avec Charles Bonnet. Donc, on a donc un modèle localisationniste faux, mais qui va s'avérer heuristique pour la suite des explorations du cerveau humain. Ces observations, pour Malakarne, n'ont de signification que par rapport à une approche globale de la nature psychophysiologique du sujet qui émerge suite au développement, à l'agencement, à la mise en place et à la croissance cérébrale. Cette lecture des facultés présente l'intérêt de les regrouper dans un seul cadre explicatif et de proposer un faisceau qui va de l'arriération jusqu'aux facultés extraordinaires. D'une part, l'expression normale des facultés est soumise au développement mécanique des structures lamelées du cervelet. D'autre part, la nature individuelle de chaque sujet y est soumise. Alors, on a une dimension ici programmatique très forte qui ouvre la voie à un ensemble de travaux pour la psychiatrie organiciste du XIXe siècle et la valeur heuristique pour localiser raison et folie et tout un spectre entre les deux est manifeste. Alors, avec une question qui va traverser les siècles et qui émerge peut-être à ce moment-là, notamment avec la maîtrise, pas forcément chez Malakarne, hein, mais dans cette ambiance matérialiste, vitaliste de que peuvent les tissus cérébraux et de quoi sont-ils responsables dans la nature humaine. Il y a une question qui va se dessiner, qui existe-t-il une relation systématique de cause à effet entre les lésions cérébrales et les troubles de l'intellect? Alors, parallèlement à cette matérialisation des facultés et à ce cérébrocentrisme des Lumières, se développe dès 1760 un imaginaire médical interventionniste et mécaniste qui est intégré au cérébrocentrisme. Et là, c'est là que je reviens, c'est là que je refais la boucle et que je reviens à l'électricité. Dans le cadre des premiers essais de l'électricité sur le corps humain, entre 1745 et 1760, on est passé d'une exploration dualiste, centrée sur les mouvements externes du corps, notamment sur la paralysie. Et c'est l'abbé Nollet à Paris qui explore notamment sur des soldats, sur un soldat d'Haller qui a le bras paralysé à l'Hôtel-Dieu et qui va se rendre compte que ça rend une mobilité, mais le temps de l'électrification, mais que c'est douloureux pour le sujet, pour celui qui le pratique, et puis que ça n'a pas du tout aucun effet à long terme. Et donc, on va passer de ces essais à une application médicale ayant les maladies des nerfs et des idées pour cible thérapeutique. Ce point n'est pas dénué d'importance quant au lien entre les premières, alors thérapie avec des guillemets, les premiers essais plutôt, les premiers essais de l'électricité à visée thérapeutique et l'histoire de l'exploration cérébrale. Les deux vont se croiser, j'ai envie de dire, très durablement. Les deux champs vont lier leur destin très, très durablement. Ce qui m'amène à mon second point, premières applications de l'électricité au niveau de la sphère mentale. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'électricité est progressivement considérée en analogie avec le fluide nerveux, alors surtout après Galvani et la découverte de l'électricité animale, et comme permettant d'agir sur l'individu au niveau physique et mental, parallèlement, de façon contemporaine. Elle est pensée comme un outil de régulation et ses développements dans le champ des sciences du cerveau prennent racine sur la représentation d'une âme qui est progressivement devenue circonvolution cérébrale, ce qui a relié au point 1, et je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais même Malakarne va faire des essais d'enregistrement de l'électricité cérébrale. Alors, il a le bon vocabulaire, c'est bien le vocabulaire qu'il utilise. Par contre, une fois que le cerveau est cuit, découpé en rondelles, il a beau être mis avec des ronds en métal, ça ne fonctionne pas. Donc, mais l'idée, l'intuition, enregistrer l'électricité cérébrale, l'intuition est déjà là. Donc, les deux vont se rencontrer. Les maladies convulsives et ou avec désordre mental vont représenter un champ d'essai thérapeutique élargi où l'électricité est appliquée à l'épilepsie, puis à la folie. Alors, il faut comprendre folie à la façon de Ledru, d'Icomus, c'est-à-dire d'une façon très, très généralisée. Comme un dérèglement, le terme est très large et le dérèglement est très, très généralisé. Physique, intellectuel, comportemental. Progressivement, le vocabulaire électrique est appliqué pour décrire le système nerveux central. On parle des nerfs isolants,
conducteur, on désigne la partie chargée de la communication entre les deux régions du système nerveux en termes d'appareil semi-conducteur. On parle de piles voltaïques, mais cérébrales, organiques. Voilà, il y a tout un vocabulaire que Galvani va renforcer. Si les convulsions provoquées par la probable perturbation de ces structures sont en passe de devenir le symptôme principal des maladies électriques, des maux tels que la mélancolie, donc l'électricité comme calmant, mais aussi comme stimulant, puisque des maux tels que la mélancolie vont devenir les cibles de ces soins. La commotion électrique, par son intensité, est perçue en mesure d'éteindre les symptômes convulsifs, mais aussi de réveiller les facultés, ce qui va la faire rentrer dans la pharmacopée à la fin du XVIIIe comme un remède universel. Zanetti a fait un excellent livre où il explique de quelle façon l'électricité devient un remède universel, rentre dans la pharmacopée finalement avec cette potentiel de pouvoir intervenir sur tous les aspects. C'est la Bessance qui occupe avec Le Dru le champ des maladies nerveuses en cette fin de XVIIIe siècle. Alors, Le Dru dit Comus, alors il n'est pas médecin, j'ai envie de dire au début, il est magicien. Il est connu sur la scène de Paris pour faire des spectacles dans lesquels il utilise l'électricité. Et il va, à partir de 1777, s'intéresser à l'application de l'électricité sur la sphère mentale, notamment sur les épileptiques, et on va lui confier un service dédié aux épileptiques en 1777. Alors, quand je dis épileptique en 1777, ça recouvre toute maladie convulsive, de l'hystérie aux encéphalites, aux épilepsies, à des choses très provisoires. Enfin voilà, c'est très, très général et les pathologies se recouvrent en telles que leur origine soit d'une psychogénèse ou une organogénèse. Elles se recouvrent entre elles. Mais donc, dès 1777, le Dru, dit Comus, caractérise l'électricité comme le trait spécifique de l'épilepsie. Et en 1783, il précise les maladies des nerfs pour lesquelles il défend l'usage de l'électricité. Et il évoque la folie comme l'horizon de ses expériences thérapeutiques. Et il évoque cette idée d'aller finalement de la convulsion jusqu'à la prise en charge de la folie. Ce qui correspond bien à l'espoir thérapeutique que représente l'électricité dans les thérapies de maladies qui sont extrêmement anciennes et pour lesquelles les savants ont très très peu de solutions. L'anatomopathologie clinique fait partie des méthodes de ces médecins électriseurs, comme ça qu'on va les appeler. Alors, il y a la physique médicale. Au début d'un premier, enfin 1750, on parle de physique médicale et ce sont les physiciens qui explorent l'électricité sur le corps humain. 1770, on commence à parler de médecins électriseurs. C'est très, très, très intéressant de voir les glissements de vocabulaire parce qu'ils montrent bien comment les champs se rencontrent et finalement se corrèlent et s'articulent profondément les uns aux autres. Donc, ces médecins électriseurs vont partir à la recherche, à la fois à la recherche de localisation matérielle de lésions ou de particularités électriques du système nerveux, ce qui rejoint la recherche des lésions correspondant aux maladies mentales et ou psychiatriques. Un modèle, un imaginaire qui va se construire entre des sujets qui ont un système nerveux plus ou moins sensible à l'électricité et qui ont un développement cérébral organique qui peut les rendre plus ou moins sensibles à l'électricité, avec une genèse d'électricité animale qui fonctionne plus ou moins bien. Alors, il faut bien voir qu'à la fin du 18e, il n'y a pas un médecin qui ne parle pas d'électricité. Tous. Et un de mes gros problèmes, ça a été la bibliographie. Et ça a été l'ampleur des textes primaires. Ça ne s'arrêtait plus, en fait, parce que tous ont des chapitres sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'électricité. Alors, le thème du substrat organique aux troubles nerveux trouve, dans une perspective matérialiste, un essor extrêmement important et technique, anatomique, dynamique et technique au XIXe siècle. Pierre Bertholon a un chapitre, alors il est intéressant, il publie en 1780, et il a un chapitre sur les maladies extravagantes
qui inscrit ses recherches dans le champ de la sécularisation des maladies de l'âme, qu'il localise au sein du cerveau humain et qu'il ramène à une dimension dynamique par le biais de l'électricité. Alors, les maladies extravagantes, qu'est-ce pour lui? Alors, la folie, la démence, le délire, l'insomnie, l'oubli, la stupidité, les frayeurs nocturnes, la faim canine, le le satyriasis, je vais y arriver, et la nymphomanie. Plus que les traitements, qui finalement sont des essais et erreurs, hein, c'est très, 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 très empirique, et c'est souvent, c'est peu souvent essai réussite, c'est très, très souvent essai erreur ou essai échec. Mais ce qui est intéressant, c'est la nature des maladies mentales comme maladie électrique qui est questionnée par notre médecin. Dans la liste des médecins français qui vont s'intéresser à ces thérapies, il y a une très, très grande tradition clinique qui fait qu'en France, on arrive à la fin du 19e siècle où il n'y a pas un hôpital qui n'a pas une salle d'électrothérapie. Enfin, il y a la grande salle de la Salpêtrière qui va être décrite par les journalistes, par les journaux de 1880 comme quasiment industrielle. Mais on a tout un tas de petites salles et finalement en France, l'électrothérapie en France et en Italie va énormément se développer. En Italie, il va y avoir carrément des asiles qui ne vont être fondés que sur le galvanisme. Je pense à l'asile d'Aversa, qui ne va être fondé que sur le renouveau du galvanisme, de la galvanisation et de cet imaginaire technique et dynamique du cerveau humain. Mais donc, Jacques-Henri Désiré Pétetin, lui, suppose un rapport causal entre les substances cérébrales, leur localisation et l'action de l'électricité sur les maladies convulsives. J'essaie de montrer un peu comment ça s'articule, cette neuroanatomie avec ces techniques électriques. Nous ne sommes pas encore dans le paradigme d'une électricité produite par le cerveau, donc comme va le proposer Galvani avec le neurofluide électrique, mais bien déjà dans celui d'interaction mécanique entre l'électricité artificielle, appliquée de façon externe, et une électricité qui circule naturellement dans le corps. Le gros modèle, c'est le poisson torpille. Plus bon, depuis l'Antiquité, enfin, c'est comme un modèle connu, et c'est quand même un modèle qui court toute cette histoire et qui revient sur le devant de la scène scientifique tout, tout le long du XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'il écrit, par exemple, Jacques-Henri Désiré Pétetin? Il écrit, par exemple, de toutes les parties du corps humain, la substance corticale et médulaire du cerveau retiennent plus longtemps le fluide électrique, neuroanatomie technique. Il n'est pas rare qu'une portion de la moelle épinière de la grandeur d'un pouce donne encore des signes d'électricité après 2 heures. Donc 2 heures après stimulation en post-mortem. L'imaginaire d'une électricité se développe également dans le modèle de la transmission des plus terribles maux. Comme si l'électricité pouvait transmettre la peste. Donc, il écrit par exemple, voilà la source des maladies contagieuses et le plus souvent funestes que les influences électriques déposent dans son sein. La peste qui se renouvela dans 1000 ans parce qu'un malheureux fossoyeur secoua une corde chargée de poussière est encore un phénomène d'électricité plus terrible que le tonnerre dont la force meurtrière se dissipe sans laisser après elle de miasmes destructeurs. Pourtant, de voir cet imaginaire très très fort de cette énergie qui est à la fois qui représente de l'espoir à condition d'être domestiqué, mais qui est aussi un énorme danger funeste et létal. Ainsi, l'électricité naturelle, par son impact sur les organismes, plus ou moins sensible à son action, est potentiellement pathologique, tandis qu'une fois maîtrisée, elle devient un élément et un ingrédient de l'arsenal thérapeutique. Un fonctionnement dynamique est décrit entre la machine électro-organique interne, naturelle, marquée par une sensibilité électrique qui varie suivant l'âge, le tempérament du sujet, l'environnement, le genre. Bon, c'est la période du néo-hippocratisme. Hein. 18e siècle, néo-hippocratisme, on le sent, mais ce ne sont plus les humeurs qui sont décrites, c'est la sensibilité à l'électricité. Il y a un transfert de vocabulaire, mais on sent très très bien la pensée, la modélisation hippocratique derrière. Alors, un exemple de ça, l'hystéricie. Quesaco, hystéricie qui vient d'hystérie. Par exemple, la sensibilité de la femme naturelle et sa sensibilité à l'électricité
statique, atmosphérique, la rendrait susceptible à l'hystérésie, variante de l'hystérie, et se caractérisant par un désordre des idées et du corps, rendu manifeste par des convulsions proches de celles provoquées par une commotion électrique. L'idée que l'électricité puisse être un nettoyant capable de dissoudre les pressions cérébrales, ayant des conséquences sur les actions des sujets, est récurrente. On la retrouvera en 1840, donc je l'introduis ici. À la fin du XIXe siècle, les médecins sont nombreux à considérer que les névroses se soignent par électricité statique ou dynamique, qu'elles sont de nature électrique et qu'elles se soignent par électricité. Voilà, ces deux plans sont assez importants, c'est-à-dire qu'il y a une nature électrique. Le corps humain, depuis 1729, il fait partie de la liste des corps conducteurs. Avec Galvani, il y a une genèse d'une électricité organique qui est l'électricité animale, ce qui fait que l'électricité peut être à la fois pathogène et thérapeutique quand le médecin règle, c'est des mots, c'est l'homme-machine, hein, c'est l'humain-machine, quand le médecin vient régler en médecin électriseur les relations entre l'électricité naturelle et puis une électricité artificielle, dans le cadre de la thérapie. Alors, Pinel, considéré comme l'initiateur de l'aliénisme, s'est également intéressé aux premières applications de l'électricité sur les perturbations des nerfs. Il va rencontrer Aldini. Alors, Aldini, c'est le neveu de Galvani. C'est celui qui va diffuser le galvanisme après la mort de son oncle. Alors, c'est son assistant, déjà, pendant toutes ses expériences. Pas toutes, en tout cas pendant une partie de ses expériences. Et c'est lui qui va diffuser, notamment à Londres, dans une démonstration qui fera scandale, où il va redonner du mouvement à George Foster, qui est un criminel qui a tué femmes et enfants. Donc, ça va être une démonstration qui va être relayée par les journaux et qui va être très, très dommageable. Alors, forcément, pas pour le galvanisme, peut-être pour Aldini et sa réception en Angleterre, mais pas pour le galvanisme, parce que ça va en faire beaucoup parler. Et puis, il va aussi se rendre à Paris et il va rencontrer Pinel. Alors, quel est le point commun? On a d'un côté une médecine interventionniste, celle proposée par Aldini, et puis de l'autre côté, une médecine du dialogue, la médecine de Pinel. Et on pourrait se dire, mais quel peut être le point commun et le point de rencontre? Mais c'est que tous deux sont pour la réversibilité de la folie. Le point commun théorique entre les deux savants, c'est de penser que l'aliénation est réversible et qu'on peut ramener l'aliéné sur le chemin de la raison. Sauf que pour Aldini, c'est technique. Pour Aldini, c'est technique et il faut passer excusez-moi, et il faut passer par la galvanisation. Donc, il se rend à la Salpêtrière en 1801. Pinel est interpellé alors par l'aspect technique, par l'aspect la symbolique du progrès, par la nouveauté de la méthode proposée par Aldini, dans des affections qui sont marquées par peu de guérison. Par exemple, Aldini va s'intéresser à la mélancolie et à la mélancolie et au fait de pouvoir rendre de l'énergie aux mélancoliques. Mais Pinel va trouver que c'est trop provisoire et que finalement, bon, il ne va pas retenir les procédés d'Aldini, mais il ne va pas en parler dans ses traités. Il n'en parle pas non plus si négativement que ça, mais il dit que c'est trop provisoire. Ce qui est intéressant avec Aldini, c'est qu'il y a un fil d'Ariane qui peut être tiré, qui va de la fin du XVIIIe à la fin du XXe, qui décrit de façon extrêmement heuristique les interactions entre l'aliénation, les facultés cognitives et l'outil électrique. Aldini, il inaugure. Il inaugure un soin, il inaugure quelque chose. Là où le Dru Comus était quand même peu connu, Aldini, il inaugure et il diffuse, alors en électrophysiologie, sur les corps des condamnés, mais en électrothérapie aussi. Il inaugure une tradition, celle de la thérapie de choc. Ces expérimentations sur les liens entre l'application de l'électricité et les troubles de l'esprit ne peuvent pas être détachées également de la modélisation du cerveau humain et de ses fonctions. Il est très versé en neuroanatomie et on retrouve cette dimension articulation neuroanatomie technique. Alors, je vous montre un petit peu. Ça, c'est les explorations de corps entiers, humain, animal. Il fait de la thanatologie comparée, il fait de l'électrophysiologie comparée. Les essais parisiens. Hop. Alors, une identité de phénomène entre les mécanismes nerveux, normaux et pathologiques, et l'électricité se développe. Antoine Despines souligne cette similarité qui ouvre sur la logique médicale du contrôle électrique des nerfs.
À la fin du 19e, les applications des thérapies électriques sont plurielles, polymorphes, interdisciplinaires, dépendantes de différentes techniques et se font autour des synthèses médicales des découvertes d'Aldini, de Galvani, de Pétetin sur l'électricité animale, de celles d'Ampère, de Prévost, de Dumas sur l'irritabilité de la fibre musculaire, de celles de Malacarne, de Gall sur le cerveau considéré dans ses dimensions physiques et morales, ses dépendances et ses fonctions. La confluence d'une connaissance accrue de l'anatomoclinique cérébrale ainsi que de la physique électrique permet de comprendre ce qui se joue entre 1750 et 1800. L'intervention d'une médecine qui réponde à des questionnements médico-philosophiques sur une nature humaine organique et puisse en réguler les actions tout en les expliquant techniquement. C'est l'ensemble des savoirs sur l'humain qui s'imprègnent d'un imaginaire électrique et interventionniste, ouvrant sur l'idée d'une nature électrique variable entre les individus. Le langage courant n'a d'ailleurs conservé les traces, si ce n'est des croyances relatives à cette dépendance de l'humeur à l'électricité dans l'air. Des maux du corps aux troubles de l'esprit, l'électricité devient un instrument de prise en charge de tout un éventail de pathologies. Ces applications théoriques et pratiques oscillent entre conception normale et cadre pathologique, les unes se délimitant et se complétant, se redéfinissant par rapport aux autres. L'idée selon laquelle le cerveau est dépendant des forces qui régissent la nature se développe, se développe notamment dans le cadre de l'explication de certains troubles. Un des enjeux reste la question de la matérialité de l'âme et reste la question de la dépendance de l'âme avec les tissus cérébraux et une dynamique qui puisse être régulée par un spécialiste. Si cette dernière est une propriété des tissus cérébraux, alors la médecine peut intervenir sur les maux de l'esprit, tandis que la philosophie peut comprendre la nature humaine en dehors de la métaphysique, l'âme n'étant que matière et corps organisé. Les enjeux sont importants pour la redéfinition de l'humain dans la nature et puis pour la prise en charge aussi. Ces dernières, les perturbations de l'intellect, sont ramenées à des perturbations électriques quantitatives avec des effets qualitatifs sur le comportement, l'activité nerveuse et mentale. Le développement de circuits, la mise au point de nouvelles machines et la connaissance des différents courants électriques en accompagnent la domestication et en accroissent le potentiel heuristique. La représentation de l'électricité biologique est partiellement fondée sur l'analogie avec le fluide nerveux, on dira même de Galvani, qu'il a rendu électriques les esprits animaux. C'est l'ensemble de l'économie animale qui s'électrise, le corps devenant un circuit. Les données sur la nature humaine sont quantitatives, ouvrent sur un programme de recherche qui va se redévelopper après 1840, sur le contrôle des comportements par l'électricité. En effet, qu'est-ce qui se passe après 1840. Hop. Après 1840, l'électricité va devenir la garante de la sécurité cérébrale et morale en participant à la psychiatrisation des désordres moraux. Alors, notamment en Angleterre, notamment avec les galvanistes anglais, et je vais m'intéresser particulièrement à Thomas Laycock, notamment avec les galvanistes. Mais il y a Milligan, il n'y a pas que Laycock, mais je vais prendre Laycock, qui est très connu dans l'histoire de l'épileptologie. Et là où justement l'électricité était rejetée, comme on dit d'Aldini qu'il est dégoûtant, mais 1803-1840, il y a 30 ans, 37 ans qui passent. Donc, là, on passe d'une situation où Aldini est dégoûtant, où l'électricité est matérialiste, elle est athée. Il y a même un ami du mari de Marie Shelley qui va avoir des problèmes avec la justice parce qu'il va être accusé de matérialisme et d'athéisme parce qu'il s'intéresse à la galvanisation. Et on va passer de cette situation-là à une situation où finalement l'électricité, elle peut peut-être permettre de régler la machine organique, de réguler les comportements et surtout de réguler les relations entre le corps et l'esprit. Une solution mind-body problem, en des mots un petit peu plus contemporains. Et donc, elle devient la garante d'une sécurité morale, cérébrale, et participe à une psychiatrisation des désordres moraux. Les analogies avec les machines sont extrêmement courantes et servent de support théorique à la compréhension du fonctionnement électrique du système nerveux. Au niveau morphologique, les nerfs sont comme les fils électriques et ce sont eux qui conduisent les instructions de l'esprit au corps. Les muscles sont comme des petites bouteilles de Leyde. Et même quand ces relations sont récalcitrantes de l'esprit au corps, alors c'est l'électricité qui va forcer la remise en route de la bonne relation.
C'est dans ce contexte qu'interviennent les considérations cérébro-morales de Thomas Laycock sur le contrôle électrique. Alors, Rhys Morris a pas mal travaillé sur l'Empire victorien, et il a pas mal travaillé sur Thomas Laycock, et il explique que Thomas Laycock convient que l'électricité pourrait s'avérer être la thérapie de choix dans le traitement des femmes hystériques. Vous comprenez pourquoi j'ai parlé d'hystérie tout à l'heure? Parce que ça revient dans l'Empire victorien très très fort. L'électrothérapie pouvait ramener à la normalité, donc la norme étant toujours entendue parce que la société entend par là, les corps de ceux que l'hystérie avait transformés de la femme douce, sincère et qui se reniait elle-même, citation de Laycock, en victime de ruses folles de destructivité, d'impulsions infanticides, d'appétit morbide. C'est comme ça que Laycock caractérise l'hystérie. Dans un contexte où l'électricité doit permettre de comprendre l'ensemble de la nature, Laycock met en exergue le fait qu'elle ouvre également la possibilité de nous connaître nous-mêmes jusque dans les profondeurs de nos schémas mentaux qui eux-mêmes sont devenus électriques. Cette définition électrique de la sphère mentale vient en complément de ses remarques sur l'hystérie, maladie convulsive et cible de l'électricité médicale depuis la fin du XVIIIe siècle. Dès 1840, donc, l'électricité est conçue comme le loin coercitif des dérèglements hystériques. Et je vous ai mis cette citation directement de Laycock. Les jeunes filles du même âge et influencées par les sentiments inédits envers le sexe opposé ne peuvent s'associer à l'école publique sans risque sérieux d'exciter les passions et d'être amenées à se livrer à des pratiques nuisibles au corps et à l'esprit. Souvent aussi, l'exercice quotidien n'est qu'une promenade tranquille entre deux fils, et le système sensitif se charge donc, pour ainsi dire, avec excitation, car rien ne diminue autant l'affectibilité de ce système que cette indolence. La conséquence de tout cela est que la jeune femme revient de l'école devenue une fille hystérique, capricieuse et imbécile dans son esprit. Ses habitudes et ses poursuites sujettent au paroxysme hystérique et à toute excitation mentale inhabituelle. Il argumente en faveur du rétablissement donc, de ces comportements et de la communication entre le système nerveux et le corps grâce à la galvanisation. C'est un médecin galvaniste. L'hystérie catalyse ces préoccupations de la femme dans la société, notamment dans la bonne société de l'Empire britannique. Décrite comme étant incapable de contrôler son corps, parce que ce dernier est naturellement plus sensible à l'électricité naturelle et il est plus capricieux, il nécessite un guidage technique afin de fonctionner. Et le vocabulaire, on le trouve dans des termes alors qu'il faut remettre dans le contexte, mais qui sont les termes de la métaphore de l'animal-machine, puis de l'humain-machine. L'humain est le corps, l'organisme est une machine qui peut être régulée par un médecin technicien. Si on est dans donc c'est un imaginaire techniciste, interventionniste, matérialiste, extrêmement puissant qui se met en route. Les conceptions de Laycock marquent un changement de considération sur les troubles du comportement qui se voient devenir des objets techniques qui peuvent être réglés par un médecin électriseur. Et l'électricité donc fournit toute une modélisation de régulation des liens entre l'esprit et la matière, la moralité et la nature. Et elle sert d'outil aux médecins. Donc, mais Laycock présente également la médecine galvanique comme une. Alors, présente la médecine galvanique comme une solution à la normalisation. Imaginaire qu'on va retrouver dans le développement des thérapies de choc, des thérapies de conversion et dans des épisodes extrêmement problématiques de la psychiatrisation des mœurs. Et à travers le cas de la femme, Laycock explore aussi la possibilité que l'électricité soit vectrice d'amélioration comportementale, cette dernière étant conçue relativement à ce qu'entend la société par ce terme. L'hystérie ou l'hypocondrie masculine victorienne ayant en commun d'être incarnée dans l'ensemble du corps, dimension morale et intellectuelle comprise. Au-delà de ces assertions sur la nature de la femme, Laycock propose une conception plus profonde de l'exploration de la vie et du vivant, de l'échelle de la conscience à l'échelle moléculaire. Et j'ai pris ce passage-là. Il forme le lien entre les phénomènes de la conscience et les changements moléculaires dans la matière organique dont dépendent des phénomènes de chaleur, d'électricité, de galvanisme et de magnétisme. Ils indiquent une nouvelle voie de recherche expérimentale sur les phénomènes de la vie et de la pensée. Et s'ils sont tracés dans toutes leurs relations, ils ne peuvent manquer de changer tout l'aspect de la philosophie mentale. L'analogie fonctionnelle entre les nerfs et les fils électriques est reprise dans le cadre
d'une comparaison du fonctionnement cérébral et corporel avec le télégraphe électrique, conçu en 1833. C'est la rapidité des informations transmises par le télégraphe avec les fils, qui va servir de support théorique à la rapidité de régulation potentiellement permise par la galvanisation qui agit sur les fils sur les nerfs qui sont comme les fils électriques, métaphoriquement comme les fils électriques. Donc, en procédant encore par voie d'analogie, de même que nous avons comparé la constitution d'un marais à un vaste appareil galvanique, nous pouvons également assimiler à la pile voltaïque le corps de l'homme, puisqu'il est également formé du contact d'éléments hétérogènes, dont les nerfs et les muscles sont les conducteurs et les matières solides et les fluides seraient à la fois les générateurs et les conducteurs de l'électricité. C'est une citation d'Emmanuel Pallas, qui est un médecin du début du 19e, français, qui va notamment travailler sur les lits isolants, puisqu'il y a des gens qui sont trop sensibles à l'électricité et que ça génère des soucis. Alors, si on les met sur des lits isolants, peut-être on aura une solution moins interventionniste, on aura une solution pour que les crises convulsives soient moins nombreuses. Il va aussi travailler sur l'électroacupuncture. C'est un de ceux qui va diffuser l'électroacupuncture. Donc, les thérapies électriques deviennent garantes de la sécurité morale après 1840, ne peuvent se détacher de l'invention et du développement de nouvelles technologies. De la même façon que le télégraphe contribue à maintenir l'ordre par sa rapidité en permettant des signalements plus rapides, l'électricité garantit l'ordre moral en rétablissant l'énergie cérébrale de façon immédiate. C'est l'imaginaire qui est donné. Ce n'est pas ce qui se passe, mais c'est l'imaginaire qui est donné. Et j'arrive à mon dernier point. J'ai encore un petit peu de temps. Encore 10 minutes. Voilà, j'arrive à mon dernier point sur 10 minutes. Des électrothérapies mentales, la poursuite d'un cheminement interne. Le déploiement de l'électrothérapie accompagne au 19e et 20e celui des structures hospitalières où d'importants services lui sont dédiés. Je l'ai dit tout à l'heure, la salle d'électrothérapie de la Salpêtrière, elle est décrite comme industrielle en 1880, mais tous les plus petits instituts ont au moins une petite salle d'électrothérapie. Il y a donc une multiplication des salles consacrées aux soins électriques, notamment au sein des établissements qui ne sont pas asilaires, ce qui explique d'ailleurs le développement ultra rapide des électrochocs après 1938. C'est-à-dire que tout le monde est déjà équipé, le matériel est déjà là, il faut s'en servir. Donc, il y a l'espoir de soulager des maladies très anciennes, comme l'hystérie et l'épilepsie, ce qui permet de comprendre que même si le succès thérapeutique n'est pas toujours, c'est très très difficile de voir ce qui fonctionne et finalement on va quand même arriver à parler de soins coercitifs. C'est une expression qu'on trouve à la fin du 19e. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un soin coercitif? Personnellement, je ne sais pas. On va arriver à parler de choses aussi ambiguës et paradoxales que le soin coercitif, mais cet imaginaire de techniciste et cette promesse prométhéenne de l'humain qui se modèle lui-même permet de comprendre ce développement exponentiel. À mon avis. Après, il y a tous les enjeux industriels. Il y a des industriels qui sont très, très, très connus à la fin du 19e. Il y a d'autres enjeux, hein, et l'industrialisation en est un. Mais enfin, il y a quelque chose lié à la symbolique du progrès. Les nombreuses maladies psychiques sont encore indifférenciées les unes des autres. Ça aussi, c'est important à savoir, c'est que l'électricité, elle est utilisée comme calmant et comme stimulant. Donc, il n'y a pas forcément besoin de connaître précisément les portraits de chaque maladie et d'avoir une nosologie extrêmement précise pour l'utiliser. À mon avis, c'est aussi un argument. En tout cas, on le trouve de façon disséminée. Et comme elles sont encore indifférenciées, ces maladies psychiques, elles font d'excellentes cibles pour une électricité qui semble avoir un effet sur l'ensemble de l'organisme dans ses dimensions physiques et morales. En 1845, le médecin-chef de l'asile des Deux-Sèvres essaie l'action galvanique dans l'organisme incomplet des déshérités de la Providence, les imbéciles et les idiots. En fonction à Maréville, il continue d'électriser à la fois les prostrés pour les tirer de leur inertie et les exciter pour les calmer. Ce sont des témoignages d'époque, ça permet de voir un petit peu que vraiment c'est utilisé pour tout. Il n'est également pas contre une petite secousse électrique en matière de discipline. La notion de soin coercitif qui arrive, mais qui n'arrive pas à la fin du 18e, qui arrive après 1840.
Il y a un creux où c'est autre chose. Entre 1760 et 77 et puis 1840, c'est d'autres explorations. Ça arrive après, avec le développement des instituts finalement et avec la multiplication du nombre de lits pour recevoir les aliénés. L'électricité suit son chemin au cœur du cerveau jusqu'à redéfinir une nature humaine par rapport à l'action de cette force sur ses dimensions morales et psychiques. L'électrothérapie est appliquée pour calmer des crises au sens médical, mais également, depuis 1840, dans un sens plus disciplinaire. Si au XIXe siècle, les thérapies électriques sont appliquées à toutes sortes de maux, une prudence diagnostique voit le jour, notamment avec Louis Alfred Becquerel, qui est le frère d'Edmond Becquerel, et qui, en 1857, remet en question et les diagnostics et les applications de l'électricité. Dit-il, par exemple, comment et à quel instant a-t-on employé l'électricité en pareille circonstance? Pendant l'attaque, dans l'intervalle, était-ce de véritables épilepsies? Je crois que tout médecin raisonnable doit attendre de nouveaux faits et surtout des observations plus sérieuses pour admettre la possibilité de la guérison d'une si terrible maladie par électricité. Et toujours est-il que l'épilepsie permet d'implanter durablement un cadre médical pour comprendre l'action de l'électricité dans le cerveau, mais contribue également à fonder le concept de thérapie de choc, dans la mesure où, en secouant le cerveau, elle paraît calmer les désordres comportementaux. Et au fur et à mesure que, sous l'impulsion de John Glyn Jackson et de Jean-Martin Charcot, l'épilepsie est mieux connue en tant que maladie neurologique, se développe également une approche d'autres maladies, des maladies psychogènes, qui vont être différenciées des maladies neurologiques. Et des maladies psychogènes susceptibles, avec une plus grande variabilité, de réagir à ces thérapies. Ici, c'est Herbe qui expérimente donc sur des maladies plus psychogènes. L'idée étant que les chocs électriques, par imitation des crises épileptiques, calment les troubles psychogènes. Il faut avoir en tête, il y a un cerveau. Depuis Galvani, il y a une électricité animale qui est produite par le cerveau, qui circule, qui, quand elle dysfonctionne, est susceptible de provoquer des convulsions. Donc, à condition d'appliquer de l'électricité, il y a une régulation et une remise en route correcte de cette électricité animale. Les succès de l'électricité contre l'hystérie, dit Herbe, ne sont pas précisément brillants, mais on peut les escompter à l'avance et ils sont très variables. C'est surtout dans l'hystérie que se manifestent le plus tôt les cures merveilleuses, la suppression en quelque sorte magique de troubles graves en apparence de la paralysie, etc. La paralysie psychologique. Par rapport aux essais de Nollet de 1760, là on est sur les essais que pour Clovis Vincent va faire le torpillage, qui est sur l'épithiatique, qui va se faire sur l'épithiatique et qui va reprendre l'idée de rendre le mouvement par la force sur des paralysies qui sont psychogènes. Alors, cette histoire est loin d'être continue, non seulement parce que les soins électriques sont régulièrement objets de polémique, régulièrement ils sont considérés comme ne fonctionnant pas, mais également parce que les mêmes noms ne recouvrent pas les mêmes réalités pathologiques. La compréhension des maladies évolue, tant dans leur rapport au corps qu'au sujet des représentations et aux imaginaires produits par les sociétés. L'avènement de l'électricité cérébrale achève un processus durant lequel le cerveau se mécanise et rentre dans une modélisation de l'humain-machine. Entre 1874 et 1886, les concepts de traumatisme, de fracture psychique participent à la médicalisation de troubles qui étaient anciennement attribués à l'âme. Et ça va renforcer cette idée qu'un guidage technique et un interventionniste technique est susceptible d'intervenir sur cette médecine mentale. La fin du XIXe siècle est marquée par la volonté d'éclairer les mécanismes d'action de l'électrothérapie. Je pense qu'on veut dire enfin, alors je vais reprendre Herbe. L'application de l'électricité aux êtres vivants ne doit nullement être livrée à l'empirisme, si on veut que la science et les malades en retirent quelques bénéfices. Il faut de toute nécessité, et ce sera là ma conclusion, que l'électrothérapeute soit en même temps un électricien et qu'il connaisse la physiologie. Et là, ça va être la mienne de conclusion. Les soins électriques sont indissociables de l'amélioration des machines, de leur miniaturisation progressive. J'en ai pas parlé, mais au 19e, il y a toute une industrialisation d'objets paramédicaux, des brosses électriques. Le matin, vous vous levez, puis vous
vous prenez quelques stimulations électriques par la brosse à cheveux, des rocking chairs électriques, des ceintures électriques pour la virilité masculine. Enfin, il y a tout un ensemble. Mais c'est 75% des publicités de la fin du 19e qui sont sur ces petits appareils électriques. C'est pour ça qu'il y a des enjeux économiques dont j'ai peu parlé, parce que c'est pas mon approche, mais je ne peux pas les dénier. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas leur importance. C'est un des facteurs décisifs, donc cette symbolisation du progrès dans l'appropriation de l'électricité par la médecine. C'est pourquoi il est intéressant de mettre en exergue les liens profonds qui existent entre les électrothérapies, la médecine, l'imaginaire interventionniste et les différentes sociétés. La fée électricité ne cesse de déployer ses ailes en direction du soulagement des maux mentaux jusqu'à entrer dans les cabinets médicaux privés et les foyers, donc avec tout un tas d'objets miniaturisés. Je vous remercie de votre attention.